18h29 sur les ondes de Radio Alé, chaîne 3. On s'intéresse tout de suite à notre ami Omar Ali Yahya, l'éminence grise derrière le e-learning en Algérie, mais pas que. Imen, je sais que tu as un tas de questions à lui poser. Bonsoir Omar. Bonsoir à vous. Bonsoir. De venir vérifier de visu. Justement, ce qu'ils ne savent pas et ce qu'ils ne savent pas, c'est que mes milliards sont cachés chez toi. C'est pour ça que tu parles. Oh, si seulement tu penses que je serais ici en direct si j'avais des milliards chez moi. Voyons. Allez, soyons sérieux, messieurs, dames. Omar, toi, tu avais subi, j'allais dire, de plein fouet la pandémie, comme nous tous, mais à la différence de certains secteurs d'activité, tu as su rebondir très vite. Déjà, présente-nous ton entreprise. D'accord. Biform. C'est Biform e-learning. Donc, c'est une société d'ingénierie informatique qui est spécialisée dans tout ce qui est accompagnement de projets e-learning de bout en bout, que ce soit pour des centres de formation, entreprises, écoles. D'ailleurs, là, c'est une mise à jour parce qu'on s'est intéressé un petit peu au secteur de l'éducation nationale, donc les écoles privées éducation nationale. C'était pas le cas lors de la précédente version de Biform. C'était pas le cas, c'était pas le cas justement, j'allais y venir. Parce qu'au fait, le marché n'était pas prêt. Bon, tout le monde a subi la pandémie. Oui. Les écoles étaient fermées, les formateurs étaient au chômage technique. Mais c'est tout le monde qui espérait la reprise, une reprise rapide. Alors que c'est à partir du moment que les gens ont commencé à voir que ça allait tarder, c'était pas quelque chose qui allait se régler du jour au lendemain. Donc c'est là où ils ont commencé à chercher des alternatives, comme les plateformes de visioconférence qu'on connaît tous, qu'on utilise tous. Et, après s'être rendu compte que sur ces plateformes-là, donc il y a un manque de sécurité, on n'a pas des statistiques, on n'a pas du tracking. On ne sait pas qui est connecté, les gens viennent se connecter avec un pseudo, donc il est très difficile de vendre des formations sur des plateformes pareilles. Donc c'est là où les gens ont commencé à s'intéresser à nous, à nos solutions. On se souvient tous, oui, du journaliste qui s'était invité à une réunion ultra secrète des ministres des Affaires étrangères européens il y a quelques mois. Oui. Il avait vu l'URL, il me semble, sur un screenshot. Et il avait testé sur Facebook. Voilà. Il y avait quelqu'un qui avait partagé sur Facebook. Et il s'était invité dans une réunion ultra secrète au plus haut niveau. C'était à la fois drôle et effrayant. Exactement. En fait... Non, pas en Algérie. Non. En fait, quand on contrôle ces solutions-là, c'est des solutions qui sont conçues pour faire des réunions. Donc, quand on est en comité restreint, on maîtrise bien, on est entre collaborateurs, donc il n'y a personne qui va faire fuiter un lien, par exemple. Mais quand on est dans une formation payante et qu'on utilise une plateforme avec un accès libre, avec un lien et un mot de passe, et qu'on peut dupliquer, qu'on peut envoyer à tout le monde, donc automatiquement on peut se retrouver avec des intrus. Voilà, donc que ce soit pour une formation payante, donc le gars il envoie le lien à son ami parce qu'il ne veut pas forcément payer. Si c'est par exemple dans un lycée où un élève va envoyer à son copain qui est dans une autre école, donc pour qu'il puisse participer. Ou dans une autre classe. Exactement. Voilà. Et là, l'élève va se connecter avec un pseudo, personne ne sait qui c'est. Donc c'est toutes ces problématiques-là que les acteurs de la formation ont subi aussi avec la pandémie. Et c'est là où ils ont commencé à s'intéresser à des solutions. En fait, ils ont commencé à devenir plus exigeants. Donc à réclamer des statistiques, un suivi, savoir qui s'est connecté, à quelle heure, combien de temps il est resté, combien de fois il a levé la main, combien de temps de parole il a interagi dans la conférence. Donc ils ont commencé à s'intéresser à ce genre de choses. Et nous, juste au début de la pandémie déjà, on a commencé à faire une très 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 grosse mise à jour sur notre plateforme parce qu'on voyait les choses venir quand même. Et en Algérie, il y a, on va dire, il y a très 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 peu de gens qui travaillent sur ce domaine-là. Qui travaillaient, parce que encore une fois, ça a changé depuis. Oui. Donc, il y a très peu de personnes qui ont investi, on va dire, dans ce domaine du e-learning.
surtout pour accompagner, quand on voit une école par exemple ou un centre de formation, c'est des établissements qui sont pas dans l'ingénierie informatique, qui sont pas dans c'est pas leur cœur de métier. Dans le IT de pointe, alors que ce genre de domaine, c'est des domaines hyper complexes qui nécessitent énormément d'infrastructures informatiques, un grand savoir en termes d'administration, sécurité, optimisation. Donc du coup, nos clients aujourd'hui, ils sont très très contents d'avoir notre solution, parce que tout simplement c'est une solution à la fois dans laquelle ils sont totalement indépendants, donc ils font ce qu'ils veulent avec leur plateforme puisque c'est des plateformes en marque blanche, et en même temps derrière ils sont soutenus, parce que nous notre politique interne c'est d'être proactif, c'est-à-dire on fait du monitoring sur toutes les plateformes, donc des fois on intervient sur des problèmes avant même qu'ils arrivent chez l'utilisateur final. Donc l'idée aussi c'est d'améliorer au maximum l'expérience utilisateur pour pouvoir offrir la meilleure expérience. Voilà. D'ailleurs, il y a un point intéressant que j'aimerais que tu développes. On en avait brièvement parlé la dernière fois, c'est sur le changement de la manière d'enseigner. Oui. C'est-à-dire qu'avant le e-learning, c'était un enseignement, j'allais dire, vertical, en suivant un point A pour arriver à un point Z, en suivant un algorithme, un organigramme bien défini. Là, ça devient un enseignement horizontal, avec des slides, avec un condensé d'informations, avec une autre approche didactique. Comment justement as-tu réussi à adapter la demande pré-Covid aux technologies actuelles et à la manière d'apprendre actuelle? En fait, le plus gros challenge dans ce type de formation, c'est de pouvoir capter l'attention de l'apprenant. Donc ça c'est le Ce qui n'est pas chose évidente, surtout pour les plus jeunes. C'est ça. Et c'est pour cela que sur notre plateforme par exemple, on trouve des fonctionnalités qui n'existent pas sur les plateformes de visioconférence classiques, tout simplement parce que c'est une plateforme qui est adaptée à l'enseignement. Donc c'est une plateforme optimisée pour la formation. Donc on trouve une décharge électrique en cas de perte de concentration. Pas à ce point-là en fait. Non, je dis ça parce que nous on a eu, ma fille elle a eu des cours par Zoom. Durant la pandémie. Et si tu la quittes une minute, elle enlève le son, l'image, elle est là. Justement. C'était horrible. Donc il fallait faire le cours avec elle. Exactement. Tu vois, c'est rigolo. Bon, je n'ai pas d'enfant, mais je pensais encore une fois que justement l'écran captivait et que ça c'est comme c'était nouveau pour eux, parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Moi, elle avait 6 ans. Tu vois, donc 6 ans devant un écran, un cours, un prof qui parle, et puis elle voit que les têtes de ses camarades. Elle s'amusait, donc elle coupait le son, elle allait manger. C'était horrible. En fait, justement, nous on a mis en place surtout des outils d'interaction. Donc c'est ce qui intéresse énormément les utilisateurs. C'est-à-dire en termes pragmatiques. En termes pragmatiques, je vais y venir. D'ailleurs, par rapport à l'expérience de ta fille Iman. Pas seulement la mienne, je pense que vous êtes tous. Nous avons mis en place une plateforme e-learning pour une école privée qui compte plus de 1800 élèves. Ah, quand même. Et en fait, l'expérience, elle était extraordinaire parce que vu qu'ils ont testé déjà tout ce qui est Zoom, Google Meet, Skype et tout, une fois qu'ils se sont retrouvés sur la plateforme, les profs était aussi à l'aise qu'en classe. Pourquoi? Parce qu'il peut prendre un élève, le faire monter au tableau, lui donner un stylo, le laisser... Faudrait-il qu'il sache manipuler En fait, c'est très intuitif. Pas tout ça. Moi, je parle en connaissance de cause. Il y a des profs... Non, pas les parents. Les instituteurs qui sont technophobes. En fait, du coup, toi, tu lui dis application. C'est la résistance au changement. Oui. En fait, mais c'était un problème. En fait, ça envoyait des cours par Viber. Ce sujet-là, c'est un problème. Pourquoi? C'est un problème quand on utilise une plateforme. On achète son abonnement sur Internet, on l'utilise soi-même sans avoir de support, sans avoir rien du tout. Donc nous, quand on déploie une plateforme, par exemple, déjà on forme un administrateur chez le client. Très bien. Et l'administrateur, il a toutes les compétences pour former tous les enseignants, en plus du fait qu'on leur met en place des tutoriels pour l'administrateur, pour l'enseignant et même pour l'élève.
Donc à chaque mail d'invitation qu'on envoie, déjà chaque élève a son propre lien. Donc s'il le partage avec une autre personne, donc la personne qui se connecte, elle se connecte avec le nom de celui qui le lui a envoyé, donc on sait tout de suite qui c'est. Et en plus, vu que c'est une session unique, donc dès que le deuxième se connecte, le premier se déconnecte. Très bien. Donc du coup, l'élève, même s'il le fait une fois, il va pas le refaire la prochaine fois parce qu'il va rater son cours. Vous voyez. Donc déjà ça c'est une contrainte énorme que nous avons pu résoudre. Et en plus, nous avons toute la partie suivi statistique, heures de connexion, durée d'interaction. Donc il y a toutes ces parties là. Durée d'interaction, c'est-à-dire? Durée d'interaction, c'est-à-dire combien de messages tu as envoyés, combien de temps tu as parlé, combien de fois tu as levé la main, combien de fois tu as écrit sur le tableau, tu vois. Donc tout ça, c'est des statistiques qui sont calculées sur un tableau. Donc on peut plus mettre en fait sa caméra en mute et rester dans un coin de... En plus du fait qu'il y a des en temps réel en pleine conférence, on peut faire des sondages, on peut donner des questions avec réponse utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur doit taper sur son clavier la réponse. Vous voyez, donc et tout cela est enregistré sur le tableau de bord du formateur pour qu'il sache qui est-ce qui a participé, qui est-ce qui n'a pas participé, celui qui a laissé son écran pour partir. Il y a Hind qui veut te poser une question. Je veux dire, ça c'est intéressant, c'est-à-dire non pas seulement pour le e-learning, mais même pour certains séminaires, certains ateliers, donc des workshops métiers. Je pense que c'est très intéressant. Justement, ça c'est un autre de nos talents cachés, on va dire. C'est que après le Covid. C'est l'émission des modestes ce soir. Voilà. C'est qu'après le Covid, donc on a été sollicité par énormément de labos pharmaceutiques qui font des séminaires avec nous, des journées d'information, de la formation. Donc il y a même des labos qui font intervenir des professeurs internationaux, étrangers, pour pouvoir partager leur expérience, discuter de certaines problématiques et tout. Donc c'est vraiment très... en fait c'est une plateforme multi-usage qu'on adapte à chaque fois pour chaque métier. Donc à chaque fois qu'on a une nouvelle opportunité dans un nouveau secteur, on essaie d'adapter. Donc on peut dire qu'elle a été améliorée en pleine pandémie. On a fait une très grosse mise à jour pour rajouter la partie visioconférence, parce qu'avant la plateforme c'était vidéo formation, cours interactifs en SCORM, il y avait partage de documents, exercices, QCM, donc c'était du offline, enfin c'était du différé. Mais avec la pandémie, donc nous avons rajouté la partie la partie live, et avec tous les outils d'interaction optimisés pour la formation. Et c'est à partir de là qu'on est arrivé au point d'avoir une plateforme complètement hybride. Donc on peut faire de la vidéo formation à la Udemy, on peut faire des classes virtuelles beaucoup plus performantes que les plateformes beaucoup plus performantes non, mais beaucoup plus orientées formation par rapport aux plateformes qu'on utilise. Je vais peut-être poser une question qui fâche, mais... on attendait la question qui fâche. Enfin. Toujours peut-être vers la fin de l'émission. Avec la qualité de connexion que nous avons dans notre pays... Elle est excellente la qualité de connexion. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la question qui est excellente. Comment arrivez-vous en tant qu'entreprise à gérer les aléas? C'est une bonne question. Est-ce que c'est gourmand déjà en ressources? On va faire un benchmarking. Oui. Dans toutes les plateformes de réunion qui existent, pour montrer un PowerPoint ou partager un document, il faut partager son écran. C'est vrai. Oui. Sachant qu'en Algérie, à part la fibre, le débit montant, parce que dans la connexion internet, c'est comme une autoroute, il y a un débit descendant de internet vers chez nous et un débit montant de chez nous vers internet. Donc si on a 20 mégas descendants, on a 1 méga montant maximum. Il est bridé, effectivement. Et ce 1 méga là, on l'utilise pour la webcam, pour parler et pour faire un partage d'écran. Mais le plus gourmand, c'est le partage d'écran, parce que la taille de l'image, elle est importante. C'est du 1920 par 1080, donc le flux vidéo, il est important et lourd. Nous, ce qu'on a développé... il y a des, pardon, je suis pas technicien, mais il y a des méthodes d'encodage aussi qui peuvent optimiser. En fait, l'encodage, quand on encode, ça devient flou. Voilà. Tu prends YouTube,
tu prends une vidéo à 250p et à 1080p, 250p, tu vois rien. C'est vrai. Tu vois. Et c'est ce qui se passe justement. Les plateformes de visioconférence, elles sont équipées de l'encodage, donc elles s'adaptent. En fonction du débit. C'est une résolution adaptive en fonction du débit. Mais si tu es à 1080, tu vois super. 720, ça commence. 480, ça commence à... tu vois. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a le partage d'écran, mais on a rajouté une fonctionnalité supplémentaire qui est le fait de charger son document sur le serveur. Donc, on utilise le upload pendant 1 minute pour envoyer son document vers le serveur et on le télécommande depuis ça avec sa souris. Donc, la présentation, elle est partagée, on la défile avec une qualité extraordinaire, donc il n'y a pas de baisse de qualité. C'est presque du cache. C'est du cache, du cache. Même en faisant des zooms quand même jusqu'à 300%, il n'y a pas de pixelisation, il n'y a rien. Donc ça, c'est le premier avantage. Et deuxième avantage, peu importe la taille de la présentation ou le nombre de slides, elle ne consomme absolument aucun kilo-octet de connexion. Parce qu'elle est sur le serveur. Ah, ça, le serveur, ça. Et le serveur, c'est un serveur qui a quand même entre 1 et 2 gigabytes seconde de débit de bande passante. Donc ça ne le dérange pas du tout de partager ça sur un nombre d'utilisateurs jusqu'à 2000, 3000. Le serveur, il n'est pas là. Il est là. Le serveur, il n'est pas là tout simplement parce que parce que voilà, pour les problèmes qu'on connaît, il n'y a pas vraiment de data center en Algérie. Donc ça, c'est une autre problématique. En fait, il y a des data centers, mais ils communiquent très peu. On avait reçu le DG de Elite, filiale de Sonelgaz, et il nous avait appris il y a quelques semaines qu'ils avaient en fait un data center et ils seraient prêts, d'après lui, encore une fois, à le mettre à disposition de toutes les entreprises qui seraient éventuellement intéressées. Donc voilà, ce serait jouable et ce serait une optimisation de ressources très intéressante. Jouable d'un point. En fait, moi je suis technicien, donc quand on me raconte. En toute modestie toujours. Mais moi je suis ingénieur aussi. Quand on me raconte ce genre de choses, j'espère que ça soit vrai, mais pour moi, pour mon entreprise, ça me règle pas mon problème. Pourquoi? Parce que actuellement, à part Jawab de Algérie Télécom, personne ne peut fournir 1 giga ou 2 gigas de débit de bande passante. De bande passante. Quand on voit par exemple le Ceris, dernière nouvelle, ils avaient 1 giga 6 pour tout leur data center. Moi j'ai 2 gigas sur un seul serveur parce que j'ai beaucoup de monde qui sont connectés. En simultané, j'ai besoin de cette bande passante à l'instant T. Tu vois. Mais actuellement, les lignes fibres sont maximum à 100 mégas à seconde. Et encore, c'est pas tout le temps. Pour avoir une ligne symétrique, ça coûte extrêmement cher, donc c'est même pas la peine. Voilà, donc c'est pour ça que le problème d'hébergement, c'est un autre. Mais je sais que notamment le GAN avait fait une espèce de lettre ouverte aux différents ministres concernés pour justement se pencher avec sérieux sur cette question qui pénalise l'émergence de start-up actifs dans le domaine ou d'entreprises un peu plus matures qui seraient prêtes à investir en ça. Actuellement, la connexion Internet pour l'utilisateur, elle s'est améliorée, mais minimum x5, x6. C'est Hamtek peut-être. Il y a une différence entre Internet et la couverture. Parce qu'à part les lignes, il est 0,21, donc l'ancien réseau, 0,23 fibre, c'est extraordinaire. C'est vrai. Je te ferai le test dès que je rentre à la maison et je te certifie que c'est la croix et la bannière, a fortiori un jeudi soir. Il se pourrait qu'avec un problème sur la ligne, mais on est 40 familles dans le bâtiment, donc on a tous. Actuellement, le plus gros problème de notre infrastructure réseau, c'est le dernier kilomètre. Mais sinon, tout le pays est câblé en fibre, donc. Algérie Télécom a pondu un communiqué, je pense hier ou avant-hier. Ils étaient très optimistes sur la couverture totale du territoire d'ici 2025. Ça serait top, parce que là, en fait, il me semble, à vérifier. En fait, là, stratégiquement, la première chose à faire, c'est de virer tout le câble en cuivre. Exactement. Donc passer à la fibre
Et parce qu'avec la fibre, on peut tout faire. Hein. Donc, on peut avoir de la télé en 4K, on peut avoir des débits jusqu'à 100 mégasecondes. Enfin, alors, question Ça naïve. nous évitera les Oui. vols de câbles en cuivre. Ah oui, clairement. Exactement. Question naïve que je pose aux techniciens justement. Est-ce que la 5G serait une solution pour La ton 5G, secteur d'activité, hein, pour le la problème que tu 5G, viens de nous exposer? En fait, moi, le problème que j'ai en termes de bande passante, c'est le problème du côté serveur. Côté client, j'ai aucun souci. L'expérience utilisateur est extraordinaire. D'accord. Donc, très très rare. Il n'y a que les rares utilisateurs qui utilisent éventuellement la 3G. Ils sont dans des coins où il y a un petit manque de couverture, donc ils ont quelques problèmes. Sinon, concernant la plateforme, avec 2-3 mégasecondes, elle fonctionne très bien. Écouter, parler, interagir, il n'y a aucun souci. Mais côté serveur, on a besoin d'énormément de bandes passantes pour pouvoir la servir. Déjà, en plus des ressources serveurs, donc tout ce qui est processeur, RAM pour le calcul de tous les échanges de flux et tout. Mais en plus, la bande passante, c'est vraiment très très important. Donc la bande passante et le ping. Du côté serveur, on l'a résolu donc avec des partenaires internationaux qui nous fournissent quand même un service. Eux, ils sont notre partenaire avec lequel on travaille, par exemple, ils ont 130 gigasecondes pour leur data center. Waouh. Pour un seul data center. Vous voyez, donc on est très très loin. Très loin. Oui, Il faut même pas tenter d'essayer d'imaginer ça. Exactement. tellement c'est de la science-fiction. Donc pour arriver à ça, en fait, on a deux solutions possibles. Soit on attend d'arriver à ça, soit on travaille en même temps, on développe un marché Clairement. en attendant d'arriver à ça pour pouvoir migrer. Tout à fait. Au-delà de l'aspect technique, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi à l'aspect pédagogique de la chose. Oui. Donc, est-ce qu'à terme, tu penses, comme Elon Musk, hein, qui prédit la disparition de l'enseignement traditionnel dans 10 ans, est-ce que tu serais d'accord avec le constat de ce visionnaire qui a eu déjà pas mal raison dans ses différents pronostics pour l'instant? Au fait, je serais vraiment tenté d'être d'accord. Pourquoi? Parce que dans 10 ans, déjà la population africaine va augmenter, on va dire, si elle augmente de 50%, on n'a plus de place dans les écoles, on n'a plus de place dans les infrastructures d'éducation, les centres de formation. Donc, ça remplace pas le côté pédagogique d'une vraie classe. On est d'accord. Ça se l'interaction. discute. ça se discute tout simplement parce que Le contact ça humain. fait Tu vas le zapper. depuis la nuit des temps Entre un bon professeur derrière son écran et un mauvais professeur Exactement. à 1 mètre de toi, Et- Non, mais pour les. alors la question elle est vite répondue. Exactement. Parce que- J'ai toujours rêvé de placer cette citation ben voilà. depuis le début de Médiatique, c'est chose faite. Voilà, bravo. En fait, c'est juste une question d'habitude. Parce que quand le Covid est arrivé et que les gens ont dû s'adapter, ils se Tout sont à fait. C'est adaptés, tu l'instinct de vois. survie après. Exactement. Oui, parce Donc qu'ils là, n'étaient c'est... pas obligés. C'est-à-dire c'était une alternative. en fait, Mais ce après, qu'il y tu a- peux pas substituer une vraie classe En fait, ce qui est... à une classe virtuelle. C'est comme ceux qui disaient qu'on pourrait jamais remplacer les livres, par Non, exemple, pas le papier, jamais, alors mais que maintenant tu as les les gens. deux. Mais tu as les deux. Mais fatalement, l'un va remplacer l'autre. Fatalement. Moi, C'est j'aime bien le l'évolution. papier. en fait. Moi, je suis vintage, je t'ai toujours dit. C'est pas le mot que j'aurais utilisé, Imen Merat. On va la lire. En fait, ce qui est drôle dans l'histoire du Covid-19, c'est que les gens ont essayé de changer leurs habitudes pour s'adapter, pour survivre, et ils y ont trouvé leur compte. Exact. Parce que On n'avait maintenant, pas trop le choix. Hein. Parce que maintenant, une formation présentielle, quand on a par exemple 3000 collaborateurs, une formation présentielle qui coûte 100 000 dinars alors qu'en ligne elle coûte 10 000 dinars, le calcul est vite fait. Ma question elle est vite répondue. tu Voilà, deux fois en pleine émission. Dernier tour de table, 30 secondes chacun. Imen, Merad, le mot de la fin. Ta faute, Bani. Eh ben moi, je donnerai le mot de la fin. Je donne la parole à Hind d'abord. Très bien. D'abord, donc je vous remercie pour ce plateau. Et moi, mon mot de la fin, c'est au fait de solliciter les autorités à plus haut niveau, à un peu encourager les entreprises publiques à opter pour les nouvelles solutions. Parce qu'en fait, nous, on ne demande pas un fonds, enfin pas forcément un fonds, parce qu'on a investi par nos propres moyens, mais on demande un plan de charge de travail, que d'abord les entreprises publiques, notamment dans la gestion des parcs automobiles, qui... Utilisez-nous. Voilà, Voilà, c'est ça le mot. utiliser nos solutions puisqu'on nous encourage comment dirais-je, à sortir des produits innovants. Merci beaucoup, Hind. Merci. Omar.
Donc, il faut faire mieux que Hen, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais ça va aller à peu près dans le même sens. Mieux et vite. Donc, c'est beaucoup plus par rapport à tous les acteurs dans le domaine de la formation. Côté technologique, donc, nous faisons des plateformes quand même qui sont très très accessibles techniquement que esthétiquement et pas très cher, donc je vais rebondir sur ce que disait Hind. Utilisez-nous, voilà. Il faut que je copyright le slogan et enfin Raouf de Always Travel. En tout cas, c'était une super émission. Merci beaucoup. Comme ça, moi je dirais juste encore un appel. Je fais aussi un appel au pouvoir public pour nous aider un peu, aider surtout le secteur du tourisme. Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Voilà, surtout, mais vous savez, le tourisme, c'est souvent une volonté politique d'abord. Donc, il faut nous ouvrir plus de vols. Surtout libérer les visas, faciliter l'obtention des visas pour l'Algérie, pour avoir un peu plus de touristes et laisser un peu les agents de voyage travailler. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Hassiba derrière la vitre. Et n'oublie pas, toi qui m'écoutes, que je tutoie si tu vagabondes sur les ondes Ramène du Monde. Et à jeudi prochain pour la dernière émission Qbel Ramadan.